Le pouvoir n'est pas accordé, il est pris. Cette vérité fondamentale, écrite il y a 500 ans par un officiel florentin désillusionné, reste aussi pertinente aujourd'hui qu'à l'époque où l'encre a séché sur le manuscrit du Prince. Niccolò Machiavelli comprenait quelque chose que la société contemporaine s'efforce sans relâche de cacher. Les règles morales qui régissent la vie quotidienne ne s'appliquent pas dans le domaine du vrai pouvoir. La bonté, l'honnêteté, l'intégrité, toutes ces valeurs enseignées aux enfants et prêchées depuis les pulpites sont des outils de contrôle pour maintenir les masses obéissantes, tandis que ceux qui comprennent réellement le jeu opèrent selon un code complètement différent. Machiavelli n'a pas inventé l'hypocrisie du pouvoir. Il a simplement eu l'audace de la documenter, de retirer le masque et de révéler le vrai visage de ceux qui détiennent le pouvoir. Et à cause de cette transgression, son nom est devenu synonyme de mal, non pas parce que ses observations étaient fausses, mais précisément parce qu'elles étaient trop vraies. La brillance de Machiavel ne résidait pas dans sa capacité à imaginer de nouvelles formes de manipulation, mais dans sa volonté d'observer sans le filtre de la morale conventionnelle. Alors que d'autres philosophes politiques écrivaient sur la manière dont les dirigeants devraient se comporter dans un monde idéal, il écrivait sur leur comportement réel dans le monde réel. Cette distinction est cruciale. L'écart entre le discours public et la pratique privée du pouvoir est le territoire où se livrent les véritables batailles pour le contrôle. Les dirigeants modernes ont appris à maîtriser cet espace liminal avec une sophistication qui aurait impressionné le Florentin lui-même. Ils parlent le langage des droits de l'homme tout en bombardant des hôpitaux. Ils célèbrent la démocratie tout en manipulant des algorithmes pour contrôler les informations qui parviennent aux masses. Ils prêchent la méritocratie tout en consolidant des dynasties de richesse qui font des monarchies médiévales des modèles de mobilité sociale. Le premier principe machiavélique qui a été perfectionné au XXIe siècle est le contrôle du récit. Machiavel conseillait aux princes de paraître vertueux sans nécessairement l'être. L'apparence de vertu, soutenait-il, est plus utile que la vertu elle-même, car cette dernière vous limite, tandis que la première vous donne tous les avantages de la réputation morale sans aucune restriction. À l'ère numérique, ce principe est devenu une science exacte. Les entreprises investissent des millions dans des campagnes de responsabilité sociale, tandis que leur chaîne d'approvisionnement exploite le travail des enfants dans des pays où les caméras ne pénètrent pas. Les politiciens cultivent soigneusement leur image sur les réseaux sociaux. Chaque photo étant calculée, chaque déclaration soumise à des groupes de discussion jusqu'à l'obsession, tandis que de véritables décisions sont prises lors de réunions privées où des donateurs rédigent la législation qui sera ensuite présentée comme un service public. La machinerie des relations publiques modernes est la descendante directe de la compréhension machiavélique, selon laquelle la perception compte plus que la réalité. Lorsqu'un scandale menace de révéler la véritable nature du pouvoir, il n'est pas nié directement. Il est géré. Des experts en gestion de crise sont engagés, comprenant que la mémoire publique est courte et malléable. Une campagne de distraction est lancée. Un bouc émissaire de niveau intermédiaire est sacrifié, tandis que les véritables architectes de la corruption restent intouchés. On attend le temps nécessaire, puis c'est comme si rien ne s'était passé, car en effet, dans la conscience collective fragmentée, submergée par une surcharge d'informations, rien ne s'est produit. Le scandale d'aujourd'hui est enterré par l'indignation de demain, et la roue continue de tourner. Machiavel écrivait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Mais il ajouta un avertissement crucial. Il ne faut jamais être haï. Le souverain sage cultive une crainte suffisante pour assurer l'obéissance, mais pas au point d'inspirer une rébellion. Ce calibrage délicat nécessite une compréhension sophistiquée de la psychologie de masse. Dans le contexte moderne, cela se traduit par des systèmes de contrôle suffisamment oppressifs pour maintenir l'ordre, mais invisibles au point de ne pas générer de résistance organisée. La surveillance de masse opère dans l'ombre, collectant des données sur chaque transaction, chaque recherche, chaque communication, mais la plupart des gens ne ressentent jamais directement le poids de ce panoptique numérique. Le contrôle s'exerce davantage par la menace implicite que par la force explicite. Vous savez que vous êtes observé, et cette connaissance modifie votre comportement sans qu'il soit nécessaire d'intervenir directement. Les entreprises technologiques qui dominent le paysage du XXIe siècle ont perfectionné cette forme de pouvoir machiavélique.
Elles ne vous obligent pas à utiliser leur plateforme sous la menace de violence. Elles rendent simplement l'alternative socialement insignifiante. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous n'existez pas dans l'espace public moderne. Si vous n'avez pas de smartphone, vous êtes effectivement exclu de l'infrastructure de base de la vie contemporaine. Il s'agit d'un pouvoir exercé à travers l'architecture de la nécessité plutôt que par la coercition directe. Et pour cette raison, il est plus efficace et plus difficile à résister. Machiavel comprenait que le meilleur contrôle est celui que les gens choisissent volontairement, croyant agir dans leur propre intérêt. La manipulation de la peur est un autre héritage machiavélique qui a prospéré à l'époque moderne. Le prince était censé maintenir son peuple suffisamment effrayé par les menaces extérieures pour qu'il ne remette pas en question la concentration du pouvoir entre ses mains. Les gouvernements contemporains ont industrialisé cette tactique. La terreur, cet ennemi omniprésent mais nébuleux, justifie l'érosion des libertés civiles que les générations précédentes considéraient comme inviolables. Des crises perpétuelles, économiques, sanitaires, environnementales, surgissent avec une urgence qui exige une action immédiate, coupant court au débat démocratique. Et lorsque la peur de l'extérieur ne suffit pas, la peur intérieure est cultivée, la guerre culturelle qui maintient les populations divisées et en conflit tout en laissant les véritables structures de pouvoir intactes et renforcées. Machiavelli conseillait aux princes de paraître religieux sans nécessairement l'être, reconnaissant le pouvoir de la religion comme un outil de contrôle social. À l'ère laïque, la religion a été partiellement remplacée par d'autres formes d'orthodoxie qui remplissent la même fonction. La politiquement correcte, la science lorsqu'elle est invoquée comme une autorité incontestable plutôt que comme une méthode d'investigation, les idéologies identitaires, tout cela sont les nouvelles religions exigeant la conformité et punissant l'hérésie par l'ostracisme social. Le leader machiavélique moderne apprend à parler toutes ces langues, à manifester la dévotion appropriée à chaque orthodoxie sans vraiment s'y engager. La flexibilité idéologique est un autre nom pour le manque de principes, mais dans le domaine du pouvoir, les principes sont des chaînes qui limitent le mouvement. La capacité de changer de position sans conséquence est un art que les opérateurs de pouvoir modernes ont perfectionné. Un politicien peut s'opposer violemment à une politique lorsqu'il est dans l'opposition, puis la mettre en œuvre ou l'élargir une fois au pouvoir, et la machinerie médiatique qui contrôle la mémoire collective veillera à ce que personne ne se souvienne de la contradiction. Ou si c'est le cas, cela sera présenté comme une évolution, comme une maturation de la pensée, comme une réponse pragmatique aux circonstances changeantes. Machiavel aurait admiré cette habileté à réécrire l'histoire en temps réel, à faire en sorte que le passé s'adapte aux besoins du présent. Le contrôle des institutions est une autre leçon machiavélique qui résonne puissamment dans le présent. Machiavel observait que le prince intelligent ne détruit pas les institutions existantes, mais les capture et les utilise à ses propres fins, en conservant leur forme tout en vidant leur substance. Cette tactique a été élevée au rang d'art dans les démocraties contemporaines. Les institutions censées servir de frein et contrepoids contre les abus de pouvoir, tribunaux, presse, agences de régulation, sont systématiquement infiltrées par des fidèles du pouvoir qu'elles sont censées surveiller. Le processus est progressif, presque imperceptible, mais efficace. Les formes de la démocratie subsistent, des élections ont lieu, des débats sont télévisés, des lois sont rédigées, mais le contenu réel du pouvoir s'est déplacé vers d'autres espaces où il opère sans restriction significative. La stratégie de diviser pour mieux régner, aussi ancienne que la civilisation elle-même, a trouvé de nouvelles expressions à l'ère numérique. Machiavel conseillait de favoriser les divisions parmi les ennemis potentiels pour empêcher leur union contre le prince. Les élites modernes appliquent ce principe avec une précision chirurgicale. La classe ouvrière est divisée par la race, la religion, la nationalité, l'identité. Toute ligne de fracture pouvant être exploitée pour empêcher la solidarité basée sur des intérêts économiques communs. Les algorithmes des médias sociaux amplifient les différences et minimisent les points en commun, créant des chambres d'écho où chaque groupe est convaincu que son plus grand ennemi est un autre segment des dépossédés plutôt que ceux qui contrôlent l'ensemble du système. Machiavelli écrivait l'importance de la cruauté bien utilisée, des actes de violence concentrés qui établissent de manière décisive le pouvoir afin d'éviter le besoin de violence constante. Dans le contexte corporatif moderne,
Cela se traduit par des licenciements massifs calculés, non pas parce qu'ils sont économiquement nécessaires, mais parce qu'ils envoient un message selon lequel personne n'est indispensable, maintenant toute la main-d'œuvre dans un état d'insécurité perpétuelle qui élimine la possibilité de négociations collectives efficaces. Dans le contexte politique, cela se traduit par la punition exemplaire des lanceurs d'alerte, des figures comme Chelsea Manning ou Edward Snowden, dont les révélations exposent le décalage entre le récit public et la réalité opérationnelle du pouvoir. Leur persécution sert d'avertissement à quiconque envisage de suivre leur exemple. Il n'est pas nécessaire de punir tous les dissidents potentiels. Il suffit de détruire publiquement certains pour que le message soit reçu par tous les autres. Gérer les attentes est un aspect du machiavélisme moderne qui mérite une attention particulière. Machiavel conseillait de promettre généreusement, mais de ne tenir que le minimum nécessaire. Les campagnes électorales contemporaines sont des exercices parfaits dans cet art. Les candidats promettent une transformation radicale, la justice, le changement, la prospérité, et les électeurs, désespérés de croire que le système peut fonctionner pour eux, suspendent leur scepticisme et votent avec espoir. Une fois au pouvoir, les promesses sont oubliées ou diluées jusqu'à devenir insignifiantes. Mais à ce moment-là, le cycle électoral est passé et la mémoire collective a été saturée de nouvelles promesses. Le système garantit que les attentes ne sont jamais satisfaites, mais aussi que le désenchantement n'est pas assez profond pour provoquer une rupture complète. La cooptation est plus efficace que la répression directe. Et c'est quelque chose que Machiavelli comprenait intuitivement. Au lieu d'écraser les mouvements d'opposition, le pouvoir moderne les absorbe, offre une représentation symbolique sans véritable pouvoir, transforme leurs revendications radicales en réformes cosmétiques qui ne menacent pas les structures fondamentales. Les mouvements sociaux sont célébrés une fois qu'ils ont été domestiqués, leurs leaders plus radicaux marginalisés, tandis que les plus modérés sont invités à la table, où ils apprennent rapidement que le prix de l'accès est le compromis, jusqu'à ce que ce qui a commencé comme une résistance devienne un autre mécanisme de légitimation du statu quo. Machiavel comprenait que le prince doit apprendre à ne pas être bon lorsque la nécessité l'exige. Cette flexibilité morale, cette capacité à transgresser les normes lorsque les circonstances l'exigent sans l'obstacle de la culpabilité ou du remords, est peut-être la caractéristique la plus déterminante du vrai pouvoir. Les dirigeants qui intègrent réellement les valeurs morales qu'ils professent sont désavantagés par rapport à ceux qui voient ces valeurs simplement comme des outils rhétoriques. Dans les négociations internationales, les fusions d'entreprises ou toute arène où le vrai pouvoir est contesté, la partie prête à faire ce que l'autre considère comme impensable possède un avantage structurel. Cet avantage n'est maintenu que tant que la volonté de transgresser reste cachée. C'est là que la sophistication moderne dépasse le machiavélisme grossier. Il ne suffit pas d'être prêt à faire ce qui est nécessaire. Il faut le faire de manière à préserver votre réputation. Cela nécessite des couches de déni plausibles, des structures organisationnelles qui brouillent la responsabilité, une externalisation des parties les plus sales du travail à des entrepreneurs ou filiales pouvant être sacrifiées en cas d'exposition. La corruption d'entreprises modernes n'est pas pratiquée par des criminels évidents, mais par des professionnels éduqués dans des universités de renom, qui utilisent le langage de l'éthique tout en concevant des schémas d'évasion fiscale qui privent des sociétés entières des ressources nécessaires à leur fonctionnement. Machiavel a mis en garde contre l'indécision, arguant qu'il vaut mieux prendre une mauvaise décision que de n'en prendre aucune. Le pouvoir respecte l'action, même lorsqu'elle échoue. L'hésitation est interprétée comme une faiblesse et invite au défi. Les dirigeants modernes qui comprennent cela agissent avec une conviction apparente, même lorsqu'ils n'ont pas une certitude réelle. Ils projettent de la confiance comme stratégie, sachant que la perception de compétence compte souvent plus que la compétence elle-même. En politique, en affaires ou dans toute hiérarchie sociale, la personne qui doute visiblement est ignorée au profit de celle qui, à tort ou à raison, semble savoir ce qu'elle fait. L'utilisation stratégique de la générosité est une autre leçon machiavélique habilement appliquée dans le présent. Le prince doit être généreux avec les ressources des autres, mais avare avec les siennes. Les philanthropes milliardaires contemporains incarnent parfaitement cette sagesse. Ils donnent de petites fractions des fortunes accumulées par des pratiques qui ont appauvri des millions,
et reçoivent une reconnaissance disproportionnée pour leur générosité. Leurs fondations leur donnent une influence sur les politiques publiques sans aucune responsabilité démocratique. Ils peuvent façonner les systèmes éducatifs, les politiques de santé, les agendas de recherche, tout en bénéficiant de déductions fiscales et d'une image positive auprès du public. C'est la ruse parfaite. Utilisez l'argent que vous auriez dû payer en impôts pour acheter un pouvoir et une influence directe tout en étant célébrés comme des bienfaiteurs de l'humanité. Machiavelli a observé que les gens sont plus susceptibles de pardonner le meurtre de leur père que la confiscation de leur héritage. Cette compréhension selon laquelle les intérêts matériels comptent plus que les liens émotionnels ou les abstractions morales est fondamentale pour comprendre le comportement politique réel. Les électeurs toléreront des niveaux extraordinaires de corruption, d'incompétence et même de cruauté s'ils estiment que leurs intérêts économiques sont protégés. Cela explique la persistance de politiciens manifestement corrompus qui maintiennent le soutien populaire simplement en assurant les intérêts matériels de leur base, même au détriment du reste de la société. Le prince moderne doit naviguer dans un paysage médiatique qui aurait étonné Machiavel, mais qui fonctionne selon des principes qu'il reconnaîtrait immédiatement. La capacité de contrôler quelles histoires reçoivent de l'attention et lesquelles sont ignorées, quels scandales deviennent des crises et lesquels disparaissent discrètement, constitue une forme de pouvoir qui éclipse de nombreux outils traditionnels de contrôle de l'État. Les propriétaires de médias exercent une influence rivalisant avec celle des gouvernements élus, et ce, sans aucune des restrictions formelles qui limiteraient supposément le pouvoir gouvernemental. Ils peuvent faire ou défaire des carrières politiques, façonner l'opinion publique sur les guerres, déterminer quelles questions sociales reçoivent de l'attention et lesquelles sont traitées comme inexistantes. Machiavel conseillait d'étudier l'histoire pour comprendre les schémas récurrents du comportement humain. Les stratèges modernes du pouvoir appliquent cette leçon rigoureusement, non pas pour éviter les erreurs du passé, mais pour apprendre quelles techniques de contrôle ont systématiquement fonctionné au fil des siècles. Le pain et les jeux qui maintenaient la plèbe romaine pacifiée ont un équivalent direct dans l'industrie du divertissement contemporaine, qui produit un flux incessant de distractions conçues pour absorber le temps et l'attention qui pourraient autrement être dirigés vers l'organisation politique. Les sports professionnels, la culture des célébrités, les émissions de télé-réalité, tous remplissent la même fonction que les jeux de gladiateurs, canaliser les passions collectives en spectacles contrôlés qui ne menacent pas les structures de pouvoir. La professionnalisation de la manipulation est peut-être le développement le plus machiavélique de l'époque moderne. Il existe des cabinets de conseil spécialisés dans la conception de campagnes de désinformation, la manipulation d'élections étrangères, la destruction de la réputation d'individus ou de mouvements qui menacent les intérêts de leurs clients. Ces opérations sont menées avec une bénédiction légale, avec des impôts payés sur les profits générés par l'affaiblissement de la démocratie. Machiavel aurait été ravi de ce cynisme. Le système est tellement entièrement capturé que même les outils pour le détruire fonctionnent dans ses structures légales et économiques. Machiavelli a écrit que la fin justifie les moyens, bien que cette phrase spécifique soit davantage une simplification de sa pensée complexe. Ce qu'il soutenait réellement, c'est que les moyens doivent être jugés par leurs résultats plutôt que par leur conformité à des principes abstraits. Cette logique conséquentialiste est l'éthique opérationnelle du pouvoir réel, bien que publiquement, tout le monde affirme adhérer à des principes déontologiques. La torture est renommée en technique d'interrogatoire renforcée. La guerre agressive est présentée comme une intervention humanitaire. L'exploitation économique est appelée développement. La langue est tordue pour faire apparaître les actes comme conformes à des principes qu'ils violent en réalité de manière complète. Le contrôle des alternatives est une forme subtile mais efficace de domination que Machiavel apprécierait. Dans une démocratie à deux partis, où les deux partis sont financés par les mêmes intérêts corporatifs, l'illusion du choix masque l'absence de véritables alternatives. Vous pouvez voter pour le candidat A ou le candidat B, mais les politiques fondamentales qui bénéficient aux élites économiques resteront inchangées quelle que soit l'issue de l'élection. Il s'agit d'une forme de contrôle plus sophistiquée que la dictature ouverte, car elle maintient l'apparence de liberté tout en éliminant la substance. Machiavelli comprenait que la fortune favorise les audacieux, mais il avertissait également que l'audace doit être calibrée en fonction des circonstances. Le timing est tout dans l'exercice du pouvoir.
Les grèves d'entreprise, les prises de contrôle hostiles, sont exécutées avec un timing parfait qui maximise la surprise et minimise la possibilité de résistance organisée. Les changements politiques qui érodent les droits sont mis en œuvre lors de crises où l'attention du public est détournée. La stratégie moderne de choc documentée par Naomi Klein est essentiellement une application machiavélique du principe d'exploiter le chaos pour mettre en œuvre des changements qui seraient impossibles en temps normal. La loyauté est une marchandise sur le marché du pouvoir, et Machiavel l'a compris avec une brutalité lucide. Les alliés sont utiles tant qu'ils servent vos intérêts et doivent être abandonnés sans sentimentalité lorsqu'ils cessent de le faire. Les coalitions politiques modernes illustrent cette logique. Les partis forment des alliances temporaires basées sur des calculs de convenance qui peuvent se dissoudre instantanément lorsque les circonstances changent. La trahison n'est pas une violation morale, mais une manœuvre tactique. Et ceux qui sont surpris lorsqu'ils sont trahis montrent simplement qu'ils n'ont pas compris la nature du jeu auquel ils jouaient. Machiavel a averti que le prince ne devrait pas compter sur des troupes mercenaires, car leur loyauté est toujours suspecte. Dans le contexte d'entreprise, cela se traduit par le danger de trop dépendre de consultants ou de contractants externes qui n'ont pas un véritable engagement envers le succès à long terme de l'organisation. Dans le contexte politique, cela se manifeste par le problème des politiciens tellement captifs de leurs donateurs qu'ils ne peuvent pas agir de manière indépendante lorsque cela est nécessaire. Le vrai pouvoir nécessite une base de soutien dont la loyauté est assurée par quelque chose de plus profond qu'un simple échange économique. L'image du lion et du renard que Machiavel utilisait pour illustrer les qualités nécessaires du prince reste pertinente. Le lion représente la force, la capacité d'intimider et de dominer. Le renard représente la ruse, la capacité de tromper et de manipuler. Le leader efficace doit savoir quand agir comme un lion et quand comme un renard. La force brute sans ruse est vulnérable à la manipulation. La ruse sans le soutien de la force est impuissante face à une résistance déterminée. Les acteurs du pouvoir moderne qui maîtrisent cet équilibre sont ceux qui atteignent les plus hautes positions et y restent. Et ainsi nous arrivons au miroir que Machiavel a placé il y a 500 ans, qui continue de refléter des vérités que nous préférerions ne pas voir. Chaque tactique décrite, chaque principe exploré, chaque stratégie disséquée ne sont pas des abstractions historiques. Elles opèrent en ce moment même, dans les institutions qui prétendent vous servir, sur les marchés qui prétendent être libres, dans les démocraties qui prétendent être pour le peuple. La question n'est pas de savoir si ces tactiques fonctionnent. La preuve de leur efficacité se trouve dans chaque structure de pouvoir qui vous entoure. La question est ce que vous ferez de cette connaissance. La utiliserez-vous pour gravir des hiérarchies qui exploitent des millions? La utiliserez-vous pour vous protéger des manipulations que vous ne verriez pas autrement? Ou la rejetterez-vous simplement, vous repliant dans le confort de croire que le monde fonctionne selon les règles que vous avez apprises à l'école? Machiavel ne jugerait pas l'un ou l'autre de ses choix. Je me contenterai d'observer, avec ce léger sourire de celui qui sait que la nature humaine ne change pas, que les schémas se répètent, que le pouvoir trouve toujours de nouveaux masques pour le même vieux visage. Et à un niveau profond, inconfortable, déstabilisant, vous savez déjà quelle est votre réponse. Vous savez déjà ce que vous feriez si l'occasion se présentait. Vous reconnaissez déjà en vous la capacité de faire exactement ce que ce texte a décrit si les circonstances étaient favorables, si le prix était correct, si la justification était suffisamment convaincante. C'est la vérité ultime que Machiavel vous force à confronter. Vous n'êtes pas fondamentalement différent de ceux qui exercent le pouvoir sans scrupule. Vous avez simplement moins d'opportunités et peut-être un peu plus de peur de regarder dans le miroir.